À en croire les commentateurs, la Russie ne fera pas d'étincelles durant le mondial de football qu'elle accueille actuellement. Mais Poutine décline un vocabulaire sportif depuis la dernière campagne électorale en proclamant aux Russes « Nous sommes une équipe », dont il se veut évidemment le capitaine. Réélu président de la Fédération de Russie pour la 4e fois en mars dernier, au terme de son mandat, il aura dirigé le pays pendant 24 ans, en comptant les 4 années où il échangea les rôles avec son Premier ministre Medvedev de 2008 à 2012 pour respecter la Constitution tout en restant le véritable maître à bord. Cette année, donné largement gagnant dans les sondages, Poutine s'est contenté d'un seul meeting à Moscou où, face à 130 000 personnes, il n'a parlé que 3 minutes. Mais les médias faisaient sa campagne 24 heures sur 24, multipliant les reportages flatteurs et les interviews courtisanes. C'était tellement outré qu'une photomontage a circulé, le montrant, torse nu, juché sur un ours dans le lit d'une rivière. Quant aux autres candidats, ils n'ont pas défendu un quelconque programme, ils n'en avaient pas. Ils se sont bornés à faire le spectacle sur les plateaux de télévision. Pour les dirigeants russes, le seul enjeu était de faire voter le maximum de gens. Ils ont compris depuis longtemps qu'ils ont tout intérêt à s'abriter derrière un multipartisme bien contrôlé et le verdict des urnes. Et le jour du scrutin n'avait pas été choisi au hasard. Ce 18 mars, le pouvoir célébrait le 4e anniversaire du rattachement de la Crimée à la Russie. Poutine voulait qu'une forte participation témoigne de l'esprit patriotique du pays. La Commission centrale électorale a envoyé des millions de SMS appelant à se rendre aux urnes. Des appels semblables ont été affichés sur les panneaux publicitaires, imprimés sur les tickets de transport et les tickets de caisse, relayés sur Internet. Les entreprises ont même fait pression sur leurs salariés, affrétant des bus pour les emmener voter, un dimanche, et leur demandant parfois une preuve de leur participation. Et il y a eu des incitations plus directes, tels ces concours organisés autour des bureaux de vote. À Krasnoïarsk, par exemple, en Sibérie, une voiture était le premier prix d'un concours de selfie intitulé « Je vote avec des amis ». Poutine a été réélu avec 76,69% des suffrages, son meilleur score. Il s'agissait clairement d'une parodie de scrutin démocratique, la fraude organisée étant la règle en Russie. Et pourtant, il est indéniable qu'il bénéficie d'un certain consensus dans la population. Vu d'ici, on peut se demander pourquoi, car son régime est pour le moins marqué par l'autoritarisme. Le Kremlin exerce la censure, compromet des responsables politiques tombés en disgrâce, interdit la plupart des manifestations et détient des opposants en prison pendant de longues années. Certains artistes, metteurs en scène, cinéastes, sont empêchés de s'exprimer. La répression s'abat aussi sur les militantes féministes et les homosexuels que des lois discriminantes désignent à la vindicte populaire. Et bien sûr, la Russie est particulièrement critiquée en Occident pour son rôle en Ukraine, pour avoir annexé la Crimée en 2014 et pour son soutien au dictateur syrien Bachar el-Assad. Le régime russe est ainsi mis au banc des accusés quand d'autres, tout aussi autoritaires, sont parfaitement acceptés par Washington, Berlin ou Paris. Des sanctions américaines et européennes frappent la Russie depuis 2014. Cette situation, Poutine s'en sert pour souder autour de lui la population qui comprend mal pourquoi l'Occident lui reproche d'être coupable de tout. Le nationalisme omniprésent dans la société russe s'appuie sur ce sentiment et le nourrit à son tour. Et puis, les Russes restent profondément marqués par l'effondrement de leur ancien pays, l'Union soviétique. Dans la décennie qui a suivi, les années 90, le capitalisme, dont on leur avait dit qu'il allait améliorer leur vie, ne leur a apporté pour la plupart qu'une brutale aggravation. L'arrivée au pouvoir de Poutine, au contraire, a été associée à la reprise en main de la situation par l'État et à un relatif redressement du niveau de vie au cours des années 2000. Cela étant, il ne faut pas s'imaginer que la population adhère tout entière au régime,
ni qu'elle se satisfait de ses conditions de vie et de l'évolution de la société en général. Tous les ans, Poutine se livre à un exercice de communication télévisée. Dans une émission nommée « Ligne directe », il répond pendant plusieurs heures aux questions et doléances de citoyens russes. L'émission le met en valeur, bien sûr, mais les questions n'en sont pas moins révélatrices. Lors de la dernière ligne directe, le 7 juin, plusieurs questions ont porté sur l'augmentation des taxes, du prix de l'essence, du prix des marchandises en Crimée, sur le coût exorbitant des crédits, les bas salaires des enseignants, l'état déplorable des hôpitaux et des routes, l'allongement de l'âge de la retraite, ou encore le scandale de décharges toxiques à ciel ouvert qui empoisonne littéralement les habitants autour de Moscou. Alors, on doit se demander dans quelle mesure et pourquoi une partie de la population soutient la personne et la politique de Poutine, mais aussi en quoi ce régime et celui qu'il incarne sont nécessaires aux nantis et privilégiés qui dirigent la Russie d'aujourd'hui. Et d'abord, qui sont-ils ? On ne peut le comprendre sans avoir à l'esprit qu'une société originale s'était construite pendant 70 ans en Union soviétique, dont la Russie a hérité. Dans ce pays qui fut le premier et le seul à ce jour, où les travailleurs prirent le pouvoir et commencèrent à édifier la société sur de nouvelles bases, il y a un siècle, quelles traces le passé a-t-il laissées ? Et comment la Russie évolue-t-elle depuis des décennies que ses dirigeants ont officiellement tourné le dos à ce passé ? Sur ces questions, sur l'évolution de la Russie et sa situation à notre époque, qui est celle d'un capitalisme décadent, je laisse la parole à Pierre Merlet. En décembre 1922, plusieurs États nés de la Révolution d'octobre constituèrent l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Sur un territoire représentant 1/6 des terres émergées, l'existence de l'État ouvrier devait être un point d'appui pour la lutte du prolétariat mondial, l'un et l'autre étant intimement liés. Mais les pays impérialistes réussirent à isoler le pouvoir des soviets, en écrasant les révolutions qui avaient éclaté en Europe dans la foulée d'octobre. L'histoire de l'URSS, dont l'existence se prolongea jusqu'en décembre 1991, suivit alors un cours que personne n'avait prévu. La nouvelle société partait d'un niveau très bas. À la fin du XIXe siècle, sous la domination impérialiste, autrement dit celle des trusts capitalistes sur la planète, l'empire tsariste restait un État arriéré. Certes, les capitaux étrangers y avaient développé des poches d'industrie et avaient donné naissance à la classe ouvrière qui allait s'emparer du pouvoir. Mais dans les campagnes, l'immense paysannerie russe était misérable et illettrée quand la révolution éclata. En plus du poids de cette arriération, l'État ouvrier hérita d'une économie ruinée par 7 années de guerre, la guerre mondiale puis la guerre civile. Et à tout cela s'ajouta le fait que, pendant toute son existence, l'URSS subit un blocus économique de la part des pays impérialistes qui la coupa de la mondialisation et de la division du travail. Or, il y a bien longtemps que le capitalisme a mondialisé l'économie. Marx et Engels le soulignaient déjà dans le manifeste du Parti communiste en 1848. L'idée du socialisme dans un seul pays, telle que Staline l'a promue à partir de 1924, leur aurait semblé aberrante. L'isolement de l'URSS entraîna le développement d'un appareil administratif tentaculaire à la place des soviets ouvriers. La fusion du parti bolchevique avec cet appareil et, en fin de compte, l'installation aux commandes d'une couche de professionnels du pouvoir, la bureaucratie soviétique. Cette caste prit rapidement conscience d'avoir des privilèges et des intérêts particuliers à défendre. Au sein du parti bolchevique, un combat s'engagea contre cette dégénérescence bureaucratique. Parmi les révolutionnaires d'octobre et ceux qui avaient mené la guerre civile puis entrepris l'édification de l'État soviétique, une tendance se regroupa derrière Trotsky, qu'on appela l'opposition de gauche bolchevique-léniniste. Ils luttèrent contre le stalinisme durant une quinzaine d'années, dans des conditions de plus en plus dures. À la fin des années 30, Staline, n'ayant pas réussi à réduire les trotskistes au silence,
en fusilla des dizaines de milliers, regroupés dans des camps, et il fit assassiner Trotsky. Dès les années 1920, le stalinisme joua donc un rôle politique majeur, profondément réactionnaire, non seulement en URSS, mais dans l'ensemble du mouvement ouvrier et communiste mondial. Il contribua à la défaite de la révolution chinoise de 1927, puis sacrifia délibérément les luttes des travailleurs allemands, français et espagnols. En 1936, dans la Révolution trahie, Trotsky, tout en soulignant les progrès que la Révolution avait permis en URSS, faisait le bilan du processus qui avait conduit la bureaucratie stalinienne au pouvoir, et il qualifiait l'État soviétique d'État ouvrier dégénéré. Cependant, sur la base de l'expropriation des capitalistes et des propriétaires fonciers, l'économie avait été étatisée et réorganisée selon un plan à l'échelle de tout le pays. Trotsky saluait l'industrialisation naissante, certes menée sous la contrainte du régime stalinien, mais possible grâce à la mobilisation des classes populaires, à l'élan impulsé par la révolution sociale. Contrairement aux fadaises de la propagande stalinienne, l'économie soviétique ne rattrapait pas le capitalisme, mais ses résultats étaient sans précédent dans l'histoire, tandis que le capitalisme s'enfonçait dans la crise à la suite du krach de 1929. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, malgré les ravages du conflit, le parasitisme de la bureaucratie, le développement industriel de l'URSS lui valut même le titre de deuxième puissance mondiale derrière les États-Unis. Pourtant, des expressions comme « les deux grands » cachaient d'énormes disparités. D'un côté, les États-Unis disposaient, avec leurs alliés européens, de ressources colossales et de la technique la plus moderne, tandis que l'URSS n'était qu'un géant aux pieds d'argile. Tous ceux qui se sont réjouis de la fin de l'URSS répètent depuis 30 ans que son économie était à bout de souffle, qu'elle avait perdu la compétition avec le capitalisme. Mais c'est faux. Ce n'est pas l'efficacité de l'économie planifiée qui était en cause. Au contraire, celle-ci avait permis à l'URSS de ne pas subir la domination impérialiste pendant 70 ans, ou plutôt pas directement. Elle n'y échappa pas complètement, puisqu'on peut dire qu'en dernier ressort, l'URSS, isolée, coupée de la division internationale du travail, subit le contre-coup des défaites du prolétariat dans les autres pays. C'est cela qui entrava son développement. Et si l'on en juge avec honnêteté, force est de constater que malgré ses ressources et ses moyens, le capitalisme s'est révélé incapable de développer de façon comparable la moindre région du monde. Et cela car la bourgeoisie ne joue plus aucun rôle progressiste depuis longtemps, alors que la révolution prolétarienne, elle, recèle des possibilités immenses dont l'URSS n'a finalement donné qu'une petite idée. Très tôt, les dirigeants staliniens copièrent le style de vie et les mœurs des bourgeois occidentaux. Mais contrairement à leur modèle, ils ne pouvaient pas accumuler du capital de génération en génération, car ils n'étaient pas propriétaires des moyens de production. Leur enrichissement provenait uniquement des prélèvements qu'ils effectuaient sur l'économie étatisée. La bureaucratie était donc moins stable, moins puissante que la bourgeoisie. Elle n'avait ni ses profondes racines historiques, ni son assise sociale. Elle devait dissimuler l'origine et l'étendue de ses privilèges qui contredisaient les principes égalitaires proclamés par le régime. La bureaucratie n'était pas une classe sociale, au sens marxiste, dont l'existence aurait répondu à une nécessité historique au cours du développement de la société. Elle n'était que le produit secondaire d'une révolution ouvrière restée isolée et ayant dégénéré. Dès l'origine, l'irresponsabilité des bureaucrates menaça la stabilité et la survie du jeune État soviétique, leur avidité n'ayant d'égal que leur aveuglement. Pour assurer leur domination collective sur la société, il fallut la dictature personnelle d'un chef incontesté. Ce fut Staline. Il s'employa non seulement à faire taire toute critique contre la caste dirigeante, d'où qu'elle vienne, mais mit au pas la bureaucratie elle-même, afin d'empêcher que ses rivalités et ses appétits ne fassent éclater le pouvoir. C'était le prix à payer pour pouvoir piller le pays. À la mort du dictateur, en 1953,
tout risque de révolution ouvrière semblant écarté et la situation de l'URSS stabilisée, la caste dirigeante voulut profiter plus librement de ces avantages. Le régime assouplit la dictature qui pesait sur elle, ce qui lança d'une certaine façon le processus qui allait conduire à l'éclatement de l'URSS. À la tête des républiques soviétiques, certains clans s'octroyèrent de plus en plus d'autonomie pour mettre leur fief en coupe réglée. Pendant encore près de 40 ans, la génération des dirigeants issus de l'époque stalinienne réussit à maintenir l'autorité du pouvoir central. Mais dans les années 1980, c'étaient tous devenus des vieillards qui mouraient les uns après les autres sur fond de crise économique, de guerre en Afghanistan où l'URSS était dans un bourbier et de pression de l'impérialisme américain pour l'asphyxier par la course aux armements. Les jeunes loups appelés à prendre la relève, dont un certain Gorbatchev, allaient avoir du mal à imposer leur autorité. Les rivalités entre les clans de la bureaucratie éclatèrent au grand jour lorsque Gorbatchev, nommé secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique par ses pairs, lança, en 1985, la perestroïka, une politique visant à remettre sur pied l'économie et la société sans changer le système. Pour y parvenir, il tenta de contourner ses opposants en s'appuyant sur une partie de la bureaucratie, en vain. Il en appela alors à la petite bourgeoisie, puis à des couches de plus en plus larges de la population en promettant des changements. Mais il ouvrit ainsi une boîte de Pandore d'où surgit un vent de contestation qui allait le submerger. Boris Eltsine, un apparatchik, un homme d'appareil pur produit du régime sur lequel Gorbatchev espérait s'appuyer, le doubla en matière de démagogie en encourageant toutes les républiques et régions à prendre autant d'autonomie qu'elles pourraient en avaler. Devenu président de la République soviétique de Russie, Eltsine contesta le monopole du parti unique. Puis, s'étant hissé sur la vague de contestation qui se généralisait, il signa la dissolution de l'URSS avec ses homologues d'Ukraine et de Biélorussie en décembre 1991. Gorbatchev dut démissionner et Eltsine lui-même n'eut plus guère de moyens pour asseoir son autorité. Partout, les bureaucrates se jetèrent sur les entreprises et les richesses se trouvant à leur portée. Leur avidité déboucha sur des conflits, le plus souvent armés, attisés par des mouvements séparatistes. La guerre éclata dans le Caucase russe et dans bien des républiques ayant accédé à l'indépendance, de l'Azerbaïdjan à la Géorgie, en passant par la Moldavie et d'autres. L'éclatement de l'URSS eut des effets dévastateurs, car son économie avait été conçue comme un tout et était hyper centralisée. La plupart des nouveaux États indépendants se retrouvèrent dans une situation invivable et pour très longtemps. Aujourd'hui, par exemple, le Tadjikistan, ex-république soviétique d'Asie centrale, est l'un des pays les plus pauvres du monde. Sur une population d'environ 9 millions d'habitants, près d'1 million de Tadjiks travaillent désormais en Russie, où ils sont traités comme des parias. À la fin des années 2000, l'argent qu'ils envoyaient à leurs familles représentait la moitié du PIB du Tadjikistan. L'Arménie, petite république du Caucase que l'effondrement de l'URSS a laissée sans industrie, ne survit que grâce à l'argent de sa diaspora et à l'aide de la Russie. En Biélorussie, les salaires baissent, la production diminue, et l'on propose désormais aux chômeurs de nettoyer les rues et de ramasser des pommes de terre. Quant à l'Ukraine, pays industrialisé du temps de l'URSS, l'Union européenne et les États-Unis ont voulu l'attirer dans leur sphère d'influence. Aujourd'hui tiraillée entre l'Occident et la Russie, ruinée et ravagée par la guerre civile, elle rappelle tragiquement que ce n'est pas davantage du côté de l'impérialisme que peut venir le salut. Dans tous les cas, la pauvreté a explosé. Et comment aurait-il pu en être autrement ? Avant, chaque république soviétique était spécialisée dans certaines productions en fonction de ses ressources et de sa main-d'œuvre. Industrie textile, minière, métallurgique, agriculture, élevage étaient complémentaires. Cela allait même au-delà de l'espace soviétique, puisque, entre autres, l'Allemagne de l'Est et la Hongrie fournissaient des médicaments à l'ensemble de ce qu'on appelait le bloc de l'Est, constitué de l'URSS et des démocraties populaires. Le fait de ne plus pouvoir se procurer ces médicaments, ou alors à des prix exorbitants,
contribua à une régression terrible dans le domaine de la santé et au recul de l'espérance de vie. Du temps de l'URSS, l'enseignement était gratuit et ouvert à tous. Bien sûr, il y avait des écoles spéciales, des instituts universitaires renommés où pratiquement seuls les enfants des bureaucrates pouvaient étudier. Mais tout le monde avait accès à une éducation de base, et parfois plus. Après 1991, les enseignants cessèrent d'être payés correctement et tout le système éducatif s'effondra. Sur le plan politique, la multiplication des frontières hérissées à la place de l'ex-URSS entrava la libre circulation des populations. Et des régimes autoritaires furent mis en place dans toutes les républiques ex-soviétiques, avec parfois un paravent démocratique, le plus souvent sans même s'en donner la peine. Enfin, partout dans le monde, l'éclatement de l'URSS s'accompagna d'un recul dans le domaine des idées. Avant, il n'y avait pas besoin d'expliquer qu'une société sans bourgeoisie était possible, c'était un fait. Mais comme la fin de l'URSS est survenue sans que la classe ouvrière intervienne pour défendre ses intérêts, cela a contribué à faire du tort aux idées de planification, d'étatisation et même de transformation sociale. Parce que la transformation sociale, d'accord, mais pourquoi faire? Pour aller où si la société soviétique n'était pas meilleure que la société capitaliste? Alors pour notre part, nous n'avons aucune nostalgie de l'URSS des bureaucrates. Mais dans les conditions où elle s'est produite, l'évolution de l'ex-URSS que l'ex-URSS a connue ne pouvait aller que dans le sens de la régression. L'explosion de l'espace soviétique n'a rien apporté de bon, ni sur le plan matériel, ni au niveau des consciences. Seul le prolétariat aurait pu proposer une autre perspective, sortir du régime bureaucratique pour aller vers un rétablissement de la démocratie ouvrière, en reprenant en main l'économie héritée de la Révolution d'octobre. Dès la fin de l'URSS, les dirigeants russes et leurs conseillers occidentaux imposèrent une thérapie de choc en Russie, ouvrant la voie au marché et aux privatisations. En fait, ce fut un vrai Far West, et sous couvert d'un partage de la propriété collective entre tous, un pillage généralisé des biens de l'État. Dans cette ruée vers l'or, combine, fraude, expropriation mafieuse et règlement de compte étaient la règle. Les banquiers et patrons qui surgissaient au grand jour, issus de la bureaucratie, de la petite bourgeoisie et de la pègre confondue, se faisaient trouer la peau en pleine rue, plus souvent qu'à leur tour. Parmi ceux qui crurent leur heure venue de se transformer en bourgeois, ou simplement de monter une petite entreprise ou un commerce, il y eut nombre de déçus, évincés par d'autres qui disposaient de meilleurs appuis. Les mieux placés étaient ceux qui pillaient le pays depuis toujours. Les bureaucrates liés au sommet de l'ex-parti unique et de la police politique, ceux aussi qui avaient noué des relations avec les barons de la pègre. Les procédures légales et les droits de propriété, comme le découvrirent les hommes d'affaires occidentaux qui se risquaient alors en Russie, ne valaient rien face aux Kalachnikov, aux juges vénaux et aux appuis politiques des uns et des autres. Ceux qu'on appela les oligarques devinrent milliardaires en un rien de temps, liés à différents groupes de la bureaucratie qui les poussaient en avant et dont ils étaient en quelque sorte des fondés de pouvoir. Ils accumulèrent des fortunes colossales. Les oligarques alors les plus en vue, Berezovski, Goussinski, Potanine, étaient liés au clan d'Eltsine, surnommé « la famille », comme tout clan qui se respecte chez les mafieux. L'un de ces oligarques, Potanine, ayant mis la main sur Norilsk Nickel, premier producteur de nickel au monde, fut vice-premier ministre pendant 2 ans. En mars 1995, il initia un plan appelé « prêt contre action ». L'État offrait des entreprises publiques à des banques privées en garantie contre des prêts accordés par celles-ci. Mais tout était convenu d'avance. L'État se déclarait incapable de rembourser ses prêts et les entreprises en garantie tombaient dans l'escarcelle des oligarques. Ils mirent ainsi la main sur les trusts les plus rentables, dont les producteurs de matières premières, pour des sommes dérisoires. Berezovski déboursa $100 millions pour rafler le groupe pétrolier Sibneft,
dont il revendit aussitôt 8% à Total au prix du marché, soit 118 millions de dollars. Bref, il acquit Sibneft pour rien. Mais tout cela ne faisait pas de la Nouvelle-Russie une économie viable. Au contraire, des milliardaires peuvent faire fortune quelque part, et la Russie est l'un des pays qui en compte le plus, sans susciter le moindre développement économique. Les oligarques, bureaucrates, mafieux, qui s'appropriaient des entreprises, s'empressaient souvent de les revendre morceau par morceau, car ils avaient uniquement envie de transmettre à leurs descendants des paquets de dollars placés sur des comptes à l'étranger. Soit dit en passant, le système financier mondial, par contre-coup, fut l'un des grands bénéficiaires de ce pillage de l'ex-URSS. Pour les classes populaires, ce fut une catastrophe, comme on n'en a jamais vu en temps de paix dans aucun pays développé. Entre 1989 et 1998, le PIB de la Russie chuta de 55%. L'inflation atteignit 2500% entre 1991 et 1992. Les économies des gens partirent en fumée. En 1993, le gouvernement distribua des actions des entreprises à la population qui les revendait pour en tirer quelques sous ou les laissait au fond des tiroirs. Rapidement, la majorité des actions se retrouva entre les mains des accapareurs les plus voraces. Les salaires n'étaient plus versés ou avec des mois de retard. Pour survivre, des millions de familles n'avaient que le système D, les potagers à la campagne, le troc, très répandu aussi entre les entreprises. On voyait aux bouches de métro des files de personnes âgées vendant leurs pauvres affaires personnelles. Les retraites déjà minables n'étaient plus payées. L'espérance de vie s'écroula. Des gens mouraient de dénutrition, de désespoir, de maladie. Et pour couronner le tout, la crise financière qui frappa la Russie en 1998 provoqua un krach terrible. Même la petite bourgeoisie, qui avait cru qu'elle pourrait prospérer à l'image des classes moyennes occidentales, n'avait plus que ses yeux pour pleurer. Alors au début des années 2000, sur une population de 145 millions d'habitants, on en était à 40 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Pour ceux qui l'ont vécu, cette décennie fut un cauchemar. Et aujourd'hui encore, c'est une évidence largement partagée dans la population que les détenteurs des richesses du pays sont des voleurs. Mais d'un autre côté, la crainte de retomber dans un chaos pareil à celui des années Eltsine pèse toujours sur les consciences. Au tournant des années 90, la perestroïka s'étant accompagnée d'un vent de liberté, il y eut un foisonnement de publications, de meetings, de discussions et la création d'organisations politiques de toutes sortes. Mais la forme concrète des libertés promises s'avérant être une caricature de régime présidentiel, le règne des mafias et la liberté pour la bureaucratie de mettre le pays en coupe réglée, la démocratie gagna un surnom peu flatteur, dermocratia, formé sur le mot merde en russe. Les libertés, chères à une fraction de la petite bourgeoisie, passèrent alors très vite au second plan des préoccupations de la population par rapport à la dégradation de ses conditions de vie. C'est cela, encore aujourd'hui, plus que la prétendue popularité de Poutine, qui explique que les aspects autoritaires de son régime sont souvent justifiés ou en tout cas acceptés. Alors certes, quand le prolétariat retrouvera le chemin des luttes et qu'il se heurtera à son tour à la répression, ce sera une autre histoire. Mais ce qui s'est passé montre bien que les mots de liberté et de démocratie, si les travailleurs ne leur donnent pas un contenu concret en défendant leurs propres intérêts, ne servent qu'à les tromper. À la fin de sa présidence, Eltsine, alcoolique, titubait devant les caméras. Corrompu jusqu'à la moelle, il trempait dans des affaires menaçant de l'envoyer en prison avec ses proches. Son clan cherchait comment passer la main. Quant à l'État russe, il n'en finissait pas de se décomposer. L'appareil militaire avait vu ses crédits d'équipement coupés. Non seulement l'armée était en piteux état, mais son haut commandement avait perdu son prestige. C'était une humiliation inouïe, aggravée par le fait que l'armée avait dû évacuer l'Europe de l'Est, l'ex-URSS, et qu'elle venait de perdre la première guerre de Tchétchénie, déclenchée par le refus des chefs tchétchènes d'adhérer à la Fédération de Russie. Les officiers russes rêvaient de revanche, et c'était pareil dans tous les ministères,
toutes les administrations où une foulée de bureaucrates avaient vu se dégrader leur statut et leurs privilèges. Dans les coulisses du pouvoir, des voix de plus en plus nombreuses plaidaient pour rétablir un État fort. Poutine apparut alors comme la solution, tant pour Eltsine que pour les apparatchiks à la recherche d'un homme providentiel. Il avait fait carrière au KGB, puis comme adjoint au maire de Saint-Pétersbourg, qu'il avait embauché pour faciliter toutes sortes de trafics. Ayant fait ses preuves, il devint directeur du FSB, l'ex-KGB, et il y fit merveille puisqu'il évita au président de finir victime de ses turpitudes. En août 1999, Eltsine le nomma alors Premier ministre, puis le 31 décembre, il lui laissa la présidence par intérim. En mai 2000, Poutine, cet inconnu de l'opinion publique, fut élu président après une campagne médiatique menée au pas de charge et financée par la famille. Autour de Poutine se trouvaient plusieurs groupes d'hommes, qu'on appelle en russe les siloviks, ce qu'on peut traduire par représentants des ministères de force, armée, police, FSB, le noyau dur autour duquel la bureaucratie avait assis sa dictature sur la société. Ces hommes reprirent en main les ministères et tous les organes du pouvoir. Le plus connu, Igor Setchine, avait travaillé avec Poutine à Saint-Pétersbourg et était lié aussi au FSB. On le propulsa à la tête du conseil d'administration de Rosneft, premier groupe pétrolier russe, un poste qu'il occupe toujours. Derrière Poutine se trouvait aussi Patrouchev, qui le remplaçait à la tête du FSB, Oustinov, un procureur général de premier plan, et d'autres hauts fonctionnaires du même acabit. Alors qu'il n'était encore que Premier ministre, Poutine lança une seconde guerre en Tchétchénie. Il prit pour prétexte plusieurs attentats à Moscou, attribués aux séparatistes tchétchènes, mais on soupçonne les services secrets russes de les avoir organisés eux-mêmes. Il s'agissait de rétablir l'autorité de l'État par un exemple. En 10 ans, cette nouvelle guerre allait faire plus de 100 000 morts dans la population et plus de 10 000 parmi les soldats russes. L'armée tortura, viola, sema la terreur. Villes et villages furent rasés, dont la capitale Grozny à 2 reprises. En fait, tout le pays fut plongé dans un climat guerrier. Plusieurs attentats et prises d'otages frappèrent le territoire russe. En 2006, la journaliste Anna Politkovskaya, qui dénonçait la politique de Poutine, fut assassinée. Pour rétablir l'ordre sur place, Poutine misa sur Akhmat Kadyrov, chef religieux, trafiquant d'armes et ancien seigneur de guerre indépendantiste. Celui-ci fut tué en 2004 et son fils, Ramzan Kadyrov, chef des milices de tueurs-racketteurs du régime, lui succéda. Avec l'appui de Poutine, il règne sur la Tchétchénie encore aujourd'hui. Il ne reconnaît que la charia, justifie la polygamie, impose le port du voile islamique aux femmes et se livre à une chasse à l'homme contre les homosexuels, contraints de quitter le pays pour échapper à la mort. Poutine s'en lave les mains, pourvu que la République tchétchène soit tenue d'une main de fer et que cela ne fasse pas trop de vagues. Dans son premier discours présidentiel, Poutine avait annoncé vouloir rétablir ce qu'il appelait la verticale du pouvoir. En 2004, il supprima l'élection des gouverneurs de région. Ceux-ci furent nommés par le Kremlin, qui, en outre, divisa le pays en 7 districts fédéraux ayant à leur tête des représentants du président. Ces super-préfets contrôlent l'ensemble du territoire à travers la gestion des impôts et des dotations fédérales. En 2012, la reprise en main étant assurée, les gouverneurs purent être à nouveau élus, mais sur la base d'une liste de candidats désignés par le président. En septembre dernier, Poutine a ainsi remplacé d'un coup 11 gouverneurs. Au fil des ans, il a fini par écarter des postes dirigeants certains de ceux qui lui avaient permis d'établir son pouvoir. Désormais, il préfère s'appuyer sur des hommes plus jeunes qui lui doivent tout. Ces Poutine Boys, présentés comme de bons administrateurs, issus de grandes écoles, du monde de la finance et de l'entreprise, servent à conforter le pouvoir du chef qui les a promus, une pratique rappelant Staline ou ses successeurs. De façon générale, la verticalisation du pouvoir s'est traduite par la suppression de toutes les marges d'autonomie que les régions avaient arrachées au pouvoir central sous Eltsine. Et par un contrôle renforcé de la vie politique.
En 2008, le nombre de partis fut réduit par un durcissement de leurs conditions d'enregistrement. Or, des partis non enregistrés et des candidats sans parti ne peuvent se présenter aux élections. En revanche, le parti pro-Poutine, lui, Russie Unie, est devenu un appareil qui regroupe des membres de l'administration et relaye la politique présidentielle dans tout le pays. Et ce verrouillage de la vie politique se renforce encore d'année en année. Pour preuve, la suppression de l'élection au suffrage universel des maires de plusieurs grandes villes, dont Ekaterinbourg, la capitale de l'Oural, il y a à peine quelques mois. Poutine convoqua aussi les oligarques pour mettre des choses au point avec eux. À partir de maintenant, ils devraient payer des impôts, ce qu'ils ne faisaient plus. Ils devraient réinvestir une partie de leur fortune dans l'économie et ils ne devraient plus se mêler de politique. En échange de quoi, l'État ne remettrait pas en cause leur fortune, certes mal acquise, mais dont le nouveau pouvoir comptait profiter aussi. Ceux qui se crurent assez forts pour ne pas jouer le jeu furent brisés. Les milliardaires Berezovski et Goussinski durent s'exiler. Mais l'affaire ô combien révélatrice du nouveau rapport de force fut celle de Khodorkovsky, devenu l'un des hommes les plus riches de la planète, qui passa 10 ans en camp pour avoir cru que rien ne pourrait contrecarrer ses ambitions. Khodorkovsky avait acquis le trust pétrolier Yukos grâce au plan pré-contraction. D'ailleurs, d'après le PDG de l'époque de British Petroleum, il commença à parler, je cite, de faire élire des gens à la Douma, de comment il ferait pour que les compagnies pétrolières ne paient pas beaucoup d'impôts et de toutes les personnes influentes qu'il avait dans la poche. Il faisait du lobbying, subventionnait des ONG, des projets culturels privés et tous les partis d'opposition à la fois, des libéraux jusqu'au Parti communiste. Puis, il envisagea de vendre une part importante de son trust au major américain Exxon. C'en était trop. Accusé de trahir les intérêts russes, il fut arrêté en mai 2003 et son trust confisqué par l'État. Quand il fut gracié en 2014, il ne lui restait plus qu'à quitter la Russie. D'autres oligarques choisirent alors de faire profil bas. Un Abramovitch, inquiété, dut revendre à l'État ses parts de sociétés dites stratégiques, en échange de quoi il put continuer ses affaires, quoique sous un certain contrôle. Poutine le promut, si l'on peut dire, gouverneur de la Tchoukotka, une région désolée face à l'Alaska, en l'incitant fermement à y investir une partie de sa fortune. Lui aussi finit par choisir l'exil. Il est remarquable que les oligarques qui ont accepté, bon gré mal gré, de coopérer avec le pouvoir, restent soumis à son bon vouloir. Dans aucun État bourgeois, tant soit peu développé, le rapport des capitalistes avec leur État n'est celui-là. La propriété de la grande bourgeoisie y est solidement ancrée sur toute une assise sociale construite au cours de plusieurs siècles d'histoire. En temps normal, c'est l'État qui obéit à ses volontés, pas le contraire. On n'imagine pas Bernard Arnault, première fortune de France, privé du jour au lendemain de tout son capital par une décision de justice. Poutine, lui, peut rappeler publiquement à l'ordre un PDG qui ne s'est pas présenté à une réunion avec lui. Je le cite. « Monsieur Ziounine est peut-être malade, mais il ferait bien de se rétablir plus rapidement, sinon nous lui enverrons un médecin pour s'occuper de lui. » Et récemment, plusieurs affaires ont rappelé aux oligarques ce que cette médecine a d'expéditive. En 2014 notamment, l'arrestation de l'oligarque Evtushenkov fut un choc dans les milieux d'affaires. À la tête d'une holding présente dans des secteurs de pointe, propriétaire de Bashneft, 6e entreprise pétrolière du pays, il était à l'opposé d'un Khodorkovsky, loin de la politique, ne prenant aucun risque. Mais la justice le contraignit à céder Bashneft à Rosneft, dirigé par Sechin, l'homme des services de sécurité. Son cas servit de rappel pour ses confrères, en rappelant qui, des milieux d'affaires et des dirigeants de l'État, avait le dernier mot. Evtushenkov a pu reprendre ses activités jusqu'à la prochaine fois. Le journaliste politique russe Mikhail Zygar résume bien la situation. Les chefs d'entreprise comprennent, pour la plupart, que certains de leurs biens pourraient bientôt finir expropriés au profit de l'État. Cela fait longtemps qu'ils se sont faits à cette idée. On dit souvent que les principaux hommes d'affaires de la Russie ne sont pas des milliardaires, mais simplement des gens qui travaillent avec des milliards de dollars d'actifs.
Ils gèrent ce que Vladimir Poutine leur permet de gérer. Par l'entremise de Poutine, les bureaucrates actuels, héritiers de ceux de l'époque soviétique, ont donc contraint les oligarques à remettre jusqu'à un certain point leurs biens en partage. À ce sujet, certains commentateurs ont utilisé l'expression de reprivatisation de velours, tandis que les libéraux pro-occidentaux horrifiés parlaient souvent à tort d'ailleurs de renationalisation. Poutine fit bénéficier de la manne étatique son propre entourage et les forces de sécurité qu'il avait poussées sur le devant de la scène, mais aussi des cercles bien plus larges de serviteurs de l'État, grands et petits, à qui il redonna de l'importance en leur restituant leur position, le prestige et les avantages qui allaient avec. Coïncidence heureuse pour lui, à dater des années 2000, le cours des matières premières, dont celui du gaz et du pétrole, principale source de revenus de la Russie, connut un boom. Grâce à cette rente, l'État put rembourser ses dettes et établir un budget excédentaire. Cela lui permit même de relancer à moindre frais l'appareil productif hérité de l'époque soviétique, sans avoir besoin de faire de nouveaux investissements. Poutine laissa alors quelques miettes à la population qui, du coup, assimila son pouvoir à l'amélioration de ses conditions de vie. L'État s'assura le contrôle des secteurs stratégiques de l'économie, limitant strictement la part des capitaux étrangers. À la tête du géant Gazprom, Poutine plaça un homme de confiance, Miller. À la tête du pétrolier Rosneft, Sechin. L'un de ses proches, Yakounine, prit les commandes de la compagnie des chemins de fer, et ainsi de suite. Il y a désormais des hauts fonctionnaires aussi riches que des oligarques à la tête des trusts étatiques, à cette nuance près que, contrairement aux oligarques, ils n'étalent pas leur fortune au grand jour. Mais personne n'est dupe, car le train de vie de ces hauts fonctionnaires est sans commune mesure avec leur salaire, à commencer par le Premier ministre, Medvedev, dont une vidéo qui a fait le buzz a montré qu'il possède plusieurs propriétés luxueuses en Russie et en Italie à travers un réseau de prête-noms. Poutine, lui-même, serait l'un des hommes les plus riches du monde. Les Panama Papers ont révélé qu'un de ses amis d'enfance gérait ses capitaux placés sur des comptes offshore. Un autre de ses amis, l'oligarque Rothenberg, a été surnommé le roi des contrats d'État. En 2014, il décrocha beaucoup de contrats dans le cadre des Jeux olympiques de Sotchi. En échange, il prit en charge la construction du pont reliant la Crimée à la Russie, enjeu majeur pour Poutine qu'il a inauguré le mois dernier. Ravi d'avoir pu s'y paviner devant les caméras, Poutine vient de commander à Rothenberg un autre pont, cette fois au nord de la mer du Japon, entre le continent et l'île russe de Sakhaline. Et même si tous ne sont pas aux premières loges pour s'enrichir, les administrateurs de l'État à tous les niveaux sont redevables à Poutine du rétablissement de la verticale du pouvoir. Ils forment le socle de son soutien dans la société. En 1936, Trotsky estimait que la bureaucratie, famille comprise, représentait quelques 25 millions d'individus sur une population totale de 170 millions. Combien sont-ils à présent en Russie? C'est difficile à dire. Mais Poutine a sauvé leur gagne-pain. Ce sont tous ceux qui ont le pouvoir de délivrer un papier officiel, d'accorder une autorisation, une exemption du service militaire, un permis de construire, un permis de conduire, ceux qui peuvent donner accès à une école réputée ou à un lit d'hôpital sans devoir attendre, ceux qui rendent un jugement favorable au tribunal, qui font passer un camion à la douane, bref, tous ceux qui peuvent exiger des pots de vin. Et il faut verser des pots de vin pour tout. Les entreprises privées, surtout les plus petites, n'échappent pas aux raquettes de l'administration fiscale, de la police et des nombreux organismes chargés de l'environnement, du commerce, des transports. Elles sont censées respecter des milliers de normes sous peine de se voir interdites d'activité, ce qui suscite l'aigreur de la petite bourgeoisie envers Poutine. La corruption généralisée est, pour reprendre une expression de Pascal Marchand, un spécialiste de la Russie, une affaire de frais généraux. Il faut en effet bien savoir à qui, combien et quand donner. Cet auteur, il écrit en 2017, donne un exemple éclairant du poids et des mœurs de la bureaucratie russe. Je le cite. En 2002, Poutine a réussi à faire voter la loi autorisant la propriété de la terre, un débat qui durait depuis 12 ans.
Mais la force des résistances dans les ministères et au Parlement est telle qu'elle stipule que la transaction ne peut s'effectuer que par l'intermédiaire de l'administration locale. Et celle-ci contourne massivement la loi. Plutôt que de vendre, elle loue les terrains ruraux et surtout urbains les plus demandés, le plus souvent sans appel d'offres et pour des baux courts, impliquant une fréquente et lucrative rétribution. Alors ce poids de la bureaucratie russe s'explique par l'histoire, mais aussi par l'incapacité du capital à faire fonctionner la société russe sur la base de l'économie de marché, partant du niveau qu'elle avait atteint à la fin de l'époque soviétique. Dans les années 1930, Trotsky avait déjà écrit que si le capitalisme n'avait pas été aussi décadent, il aurait absorbé l'URSS d'une façon ou d'une autre, même sans avoir besoin de la renverser militairement. Il ajoutait qu'il aurait trouvé pour cela une aide au sein de la bureaucratie. Mais il y eut la crise de 1929, puis la Deuxième Guerre mondiale. À présent, le capitalisme mondial est en crise depuis plus de 40 ans. Et nulle part les trusts n'investissent dans la production, pas même dans les pays impérialistes. Ils cherchent à produire là où le coût de la main-d'œuvre est le plus avantageux, mais c'est de plus en plus dans la finance qu'ils réalisent leurs profits. Et en Russie, c'est la même chose. Bientôt 30 ans après la fin de l'URSS, le climat d'investissement y est toujours déplorable, se plaignent les capitalistes. Les droits de propriété ne sont toujours pas garantis devant les tribunaux, la corruption règne, et les affairistes eux-mêmes arnaquent leurs partenaires. En 2012, une compagnie d'assurance aussi grosse qu'AXA a eu maille à partir avec un oligarque proche du pouvoir, Malofeev, qui, après l'avoir incité à investir dans des sociétés russes, s'est débrouillé pour en siphonner les fonds. Non seulement la production n'attire pas les capitaux, mais depuis les années 90, on assiste au contraire à leur fuite spectaculaire. Tous ceux qui accaparent des fonds s'empressent de les faire sortir du pays. Personne ne peut dire exactement combien de centaines de milliards représente le cumul des sommes exfiltrées depuis 25 ans, mais des économistes l'ont estimé à l'équivalent de 2 années et demie du PIB russe. L'oligarque Souleiman Kerimov est l'un de ces nantis qui, tout en étant en bons termes avec le pouvoir, exportent ainsi leur fortune. Pour s'attirer les bonnes grâces de Poutine, il a financé la construction de la mosquée de Moscou en 2015. Mais il investit surtout à l'étranger, dans des clubs de foot, des assurances, des compagnies aériennes, et il est célèbre pour les concerts privés qu'il organise sur son yacht au Cap d'Antibes avec des stars du showbiz comme Shakira et Beyoncé. Poursuivi par le fisc français pour avoir dissimulé ses propriétés dans le sud de la France derrière des prête-noms, il n'a déclaré au fisc russe que 170 000 € de revenus, un appartement de 54 mètres carrés et aucun bien à l'étranger. Alors, si le capitalisme mondial a réintégré la Russie, cela ne signifie pas qu'elle en tire le moindre développement. Si les rentrées financières provenant du pétrole et du gaz ont dissimulé pendant quelques années l'absence de perspective de l'économie russe, la crise mondiale de 2008 a mis un coup d'arrêt à cette embellie. Puis, après 2014, les sanctions américaines et européennes ont plongé le pays dans la récession, alors que dans le même temps, le prix du baril s'effondrait de 75%. Alors, le pouvoir s'efforce tout de même d'attirer le plus possible de capitaux. Il n'a pas le choix, car la fin de la planification a contraint la Russie à concevoir ses relations internationales sur de nouvelles bases. Et plus le temps passe, moins elle peut se passer de technologies modernes et d'outils de production pour lesquels aucun investissement n'a été réalisé, les nouveaux riches ayant tous en commun de préférer les profits à court terme aux investissements sur l'avenir. Dans les années 2000, British Petroleum a pu racheter la compagnie pétrolière de Tumen. Alstom a pris des parts dans les centrales nucléaires, la fourniture de matériel ferroviaire. La Société Générale a racheté la deuxième banque privée, Rosbank, etc. Le marché des voitures ayant plus que doublé en 15 ans, les principaux constructeurs automobiles occidentaux, Ford, Volkswagen, PSA et d'autres, ont ouvert des usines sur place. Renault-Nissan est même devenu, en 2012, le principal actionnaire du fabricant russe Avtovaz, qui produit les voitures Lada. Il fut appelé à la rescousse par les autorités russes, qui redoutaient de voir Avtovaz mettre la clé sous la porte, avec les conséquences qu'aurait impliqué la fermeture du principal employeur de la ville de Togliatti,
où se trouvent ces usines. L'État russe a eu besoin des capitaux et du savoir-faire de Renault. Cela s'est traduit par la suppression de plus de la moitié des effectifs en quelques années, avec environ 50 000 emplois supprimés. D'ailleurs, en 2016, inquiet d'une possible explosion de colère ouvrière à l'échelle d'une ville de 700 000 habitants, l'État a poussé à la démission le PDG de l'époque, qui apparaissait comme responsable de ces licenciements. Dans la production, les capitaux étrangers sont présents surtout dans des secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, le domaine spatial, avec des trusts ayant un poids mondial, tel le français Safran. Mais ils s'investissent encore plus dans les services et le commerce. Pour qui visite les grandes villes, les apparences sont trompeuses. On voit les mêmes marques que partout. Coca-Cola, McDonald's, Danone, Nestlé, L'Oréal, Ikea. Auchan a ouvert plus de 200 magasins et emploie 40 000 salariés. Mais la majorité de ce qu'on appelle les investissements étrangers est concentrée à Moscou et dans sa région, le reste dans 6 ou 7 régions sur 85. Et il faut relativiser ces flux, car ils concernent souvent des fonds d'origine russe ayant fait un détour par des paradis fiscaux. Chypre, puis Malte ont ainsi successivement occupé la place de premier investisseur étranger en Russie. Le marché solvable se limite en fait, outre les riches affairistes et bureaucrates, à la petite bourgeoisie qui s'était développée dans leur sillage pendant le boom des années 2000. Comptant une dizaine de millions de citadins, elle achète des appartements, des voitures, consomme et voyage un peu, quoique de moins en moins depuis la récession. La chute de 60% du cours du rouble entre 2014 et 2016 a encore aggravé les choses. D'ailleurs, à en croire certains journalistes, on assisterait à l'émigration vers d'autres pays de nombreux petits bourgeois, dont de jeunes diplômés, qui ne voient plus d'avenir pour eux en Russie. Quant au reste de la population, plusieurs dizaines de millions de travailleurs en ville et dans les campagnes, faute de moyens, ils n'ont qu'un accès très limité aux marchandises importées. Dans ce contexte, l'État assure toujours une grande partie de la production ou contraint des groupes privés à le faire. Et c'est uniquement grâce à l'héritage de l'époque soviétique que l'économie russe n'est pas encore tombée au niveau des pays du tiers-monde, malgré la dégradation des conditions de vie. Des villes entières font partie de cet héritage, surtout dans les régions où les conditions climatiques nécessitent des investissements importants. Dans certaines d'entre elles, tout ce qu'il reste d'équipements sociaux, des logements jusqu'aux écoles, en passant par les théâtres, est subventionné par des trusts privés ou étatiques. Il n'y a plus de planification au niveau de l'État central, mais les outils de production et les infrastructures datant de l'époque soviétique sont encore utilisés. Les chemins de fer transportent encore la plupart des marchandises à travers le pays. Partout, les réseaux de transport en commun, plutôt bon marché, fonctionnent plus ou moins bien. Parfois, on les modernise dans les grandes villes. Plus souvent, ils se délabrent, on les privatise, on ferme des lignes ici et là, et le parc d'autobus vieillit, mais ils existent encore. Même chose pour le chauffage. À partir des années 1930, l'URSS avait entrepris la construction d'un chauffage collectif urbain, avec des centrales thermiques fournissant des quartiers, voire des villes entières. Pour installer partout des chaudières individuelles et imposer aux gens les prix du marché, il faudrait tout reconstruire. Et même si cela a été fait en partie à Moscou, cela reste l'exception. Le résultat est qu'une partie de plus en plus grande de la population n'a même plus les moyens de se chauffer. Alors, il ne s'agit nullement d'idéaliser l'ex-URSS comme les nostalgiques du stalinisme, mais tous ces aspects font malgré tout une différence avec des pays du tiers-monde et leurs bidonvilles qui n'ont jamais connu l'industrialisation. Depuis 2014, à la suite des sanctions, l'État a dû trouver des substituts aux importations. L'hebdomadaire russe Argumenty Fakty annonçait il y a quelques mois la réouverture de mines dans le Donbass, l'ouverture d'une usine de fabrication de lampes industrielles qu'on ne peut plus importer d'Italie ou d'Allemagne, ou encore celle d'une usine de transformation de poissons. Le journal soulignait que dans tous les cas, la participation de l'État avait été incontournable, et on pourrait multiplier ces exemples. Comme le dit une étude américaine universitaire, on assiste actuellement à une fusion de l'État et de l'économie. Ces auteurs déplorent
je les cite, « que l'État continue d'intervenir de manière agressive sur les marchés, en adoptant de nouvelles réglementations, en augmentant sa part du PIB et, au bout du compte, en chassant les entreprises privées. » Ces dernières années, des monopoles ont pris de l'importance. Le secteur public, solidement repris en main par le pouvoir, représente 70% du PIB de la Russie, les hydrocarbures y comptant pour beaucoup. Le secteur bancaire suit la même évolution. La Sberbank, première banque publique, a pour dirigeant un ancien ministre d'Eltsine, ayant été contraint, selon le journal Vedomosti, de se transformer d'économiste libéral en dirigeant autoritaire. En 2017, les banques d'État distribuaient plus de 65% des prêts aux particuliers et 71% aux entreprises. Alors maintenant, sur le plan des relations internationales, au départ, Poutine s'était montré bien disposé à l'égard de l'Occident. Mais depuis la chute de l'URSS, l'attitude des États impérialistes n'a jamais vraiment changé. Malgré la fin de la guerre froide, ils cherchent à étendre leur sphère d'influence aux ex-républiques soviétiques en éloignant la Russie. En 25 ans, l'OTAN s'est élargie à 13 nouveaux États en Europe de l'Est et, à présent, elle multiplie exercices militaires et démonstrations de force aux frontières russes. L'ex-chancelier autrichien Wolfgang Schüssel, interviewé ce mois-ci par les Izvestia, rappelait « En 2001, avec Poutine, nous parlions beaucoup de l'intégration de la Russie en Europe. J'avais alors le sentiment que la Russie, et lui personnellement, faisaient preuve d'une grande ouverture. Mais ensuite, j'ai senti à plusieurs occasions qu'on ratait le coche. Il y a d'abord eu la première révolution orange en 2004, la Géorgie, puis la crise financière de 2008 et une nouvelle révolution orange en Ukraine en 2014. À présent, Poutine est un joueur qui compte sur la scène mondiale. En 2001, il ne l'était pas encore. En 1998, la Russie avait peur. Le pays était en pleine banqueroute. Poutine résolut ce problème et ce fut un tel succès historique que cela changea beaucoup de choses, notamment l'état d'esprit de l'élite russe. » Fin de citation. Pour ne pas rester isolée, la Russie chercha des partenaires économiques, politiques, militaires. Si plusieurs tentatives pour s'allier avec des ex-républiques soviétiques ne furent guère concluantes, en 2015 fut finalement créée une union économique eurasiatique avec la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Arménie et le Kirghizstan. La Russie est aussi membre des BRICS, avec le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, des pays dits émergents qui voudraient bien peser face aux grandes puissances. Mais c'est surtout du côté de l'Asie, et d'abord de la Chine, que Moscou cherche maintenant des perspectives, bien qu'il s'agisse d'un choix par défaut. Des investissements importants ont été faits dans les régions russes d'Extrême-Orient. Dans le Grand Nord, le nouveau complexe gazier de Yamal permet aux bateaux méthaniers de rejoindre l'Asie par l'océan Arctique en 15 jours, entre juin et novembre, au lieu d'un mois par l'Europe et le canal de Suez. Mais là encore, du fait de son retard technologique, il a fallu que l'État russe fasse appel à Total. La Chine, qui vient de signer un accord portant sur la fourniture de gaz pour 400 milliards de dollars sur 30 ans, est aussi devenue un fournisseur essentiel de biens d'équipement de l'industrie russe. Intégrée à l'Organisation mondiale du commerce en 2012, la Russie a dû négocier âprement son adhésion pendant 18 ans. Et les bénéfices supposés qu'elle en attendait furent aussitôt annulés par les sanctions dues à la crise russo-ukrainienne. De même, elle fut exclue du G8 après l'annexion de la Crimée en 2014. On peut dire que le conflit russo-ukrainien aggrava les relations déjà de plus en plus difficiles de la Russie avec l'impérialisme. En 2014, le nouveau gouvernement ukrainien de Porochenko, financé et armé par les États-Unis et dans lequel trouvaient place des groupes fascisants, afficha sa volonté de rompre avec Moscou. Il déclara vouloir s'associer à l'Union européenne et adhérer à l'OTAN. Mais Moscou ne voulut pas perdre sa base navale de Sébastopol, en Crimée, principal port d'attache de la flotte russe, pour lequel elle avait obtenu un bail de l'Ukraine jusqu'en 2043. Elle ne voulait pas non plus risquer de voir l'OTAN installer une base de plus à ses frontières. Sous prétexte de secourir les habitants russophones de Crimée face au gouvernement nationaliste ukrainien, le Kremlin orchestra un déferlement de propagande chauvine dans les médias autour du slogan « La Crimée est à nous ».
Il envoya des soldats prendre le contrôle de la péninsule et y organisa un référendum. Avec 96,77% de votes favorables, ce référendum servit à justifier le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie, célébré en grande pompe le 18 mars 2014. Le jour même étaient votées les premières sanctions américaines et européennes frappant des dirigeants, des oligarques et des entreprises russes. Des sanctions plusieurs fois élargies depuis. Dans la foulée, la guerre éclata dans l'est de l'Ukraine. La Russie y soutint la formation des républiques sécessionnistes de Donetsk et de Lugansk. Mais Poutine n'avait pas l'intention d'annexer l'Ukraine orientale. Il voulait faire pression sur le gouvernement de Kiev en le privant de ses mines et d'une partie de son industrie lourde. Cependant, avec l'appui de l'Occident, Kiev n'a rien cédé et un conflit dévastateur se poursuit, malgré les accords de Minsk censés déboucher sur un cessez-le-feu. On compte plus de 10 000 morts et des centaines de milliers de réfugiés. Quant aux habitants de Crimée, s'ils sont certainement soulagés d'échapper directement à la guerre, eh bien, ils doivent faire face à une activité économique qui tourne au ralenti et au prix qui augmente. Au cours des 6 derniers mois, le salaire moyen en Crimée est tombé à environ 200 €, même pas moitié moins que le salaire moyen russe. Concernant l'intervention russe en Syrie, à l'automne 2015, elle fut d'abord approuvée par les États-Unis. L'opposition syrienne sur laquelle ils avaient misé avait été incapable de renverser Bachar el-Assad, et Daesh avait profité du chaos engendré par l'impérialisme dans la région pour y proclamer un nouvel État. En venant à la rescousse du dictateur syrien, Poutine hissa la Russie au rang de partenaire incontournable des puissances impérialistes. Mais dès que la défaite militaire de l'État islamiste en Syrie fut obtenue, les Américains manifestèrent leur volonté de reprendre la main et les critiques commencèrent à fuser contre le soutien russe au régime d'Assad. Dans cette guerre meurtrière, les belligérants se moquent tous éperdument du peuple syrien. Et Poutine se moque des Russes d'une autre façon. Copiant ce qu'avaient fait les États-Unis en Irak et en Afghanistan, le Kremlin fait appel à des milliers de mercenaires enrôlés par des sociétés privées, ce qui lui évite d'avoir à reconnaître des pertes, en l'occurrence plus de 300 morts au combat. Toujours est-il que Poutine a beau jeu de protester devant la population russe contre la volonté de domination américaine, contre un monde unipolaire, comme il dit, où le bloc de la force brute gagne du terrain. Il justifie ainsi un nationalisme de plus en plus belliqueux et le fait qu'ils défendent les intérêts de l'État russe à la manière des impérialistes eux-mêmes, au mépris des peuples, avec cynisme et par tous les moyens. Et je vous propose une petite pause avant de continuer.